téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. Les larmes de l'Autochtone, c'est un journal produit par le magazine Reportage sans frontières. Le tourisme, appelé à être un kiosque pour vendre l'image du Lualaba, peine à prendre son envol dans les territoires de l'Ubudi suite au mauvais état de la route. Pourtant, Kayo est unique au monde. Suivez. Ici, nous vous amenons à la chute Kayo, parc de Upemba. Comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Cette chute qui est en train de montrer sa splendeur, nous avons jugé utile de venir pour faire découvrir ces merveilles. Il y a peu, la province du Lualaba a offert l'hospitalité à la semaine congolaise du tourisme qui s'est tenue du 9 au 13 de l'année en cours. À cette occasion, plusieurs discours ont été prononcés. Il me revient souvent à l'esprit de me poser des questions telles que combien d'expatriés sont débarqués au Lualaba juste pour la beauté culturelle, géographique, démographique et culinaire? Combien sont venus juste pour voir et comprendre l'intronisation de nos chefs coutumiers? Combien sont au courant de la beauté fascinante des chutes de Musokantanga? Combien connaissent l'histoire fascinante de Msiri et consorts? La réponse est personne, ou presque personne. J'active mon leadership au Lualaba sur la promotion de l'offre touristique qui impliquera naturellement la demande touristique. Certes, les Lualaba ne manquent pas des sites touristiques attrayants, mais pour le natif de l'Ubudi dont nous avons visité le territoire, un tel discours est utopique. Il se vante plutôt des prodigieuses chutes de Kayo au parc national de Upemba Sud, qui ne cessent d'éblouir par leur splendeur surplombant les escarpements de plaques rocheuses qui peignent un tableau grandeur nature. Vraiment, c'est ce qui prouve la fierté de notre chute, surtout dans les après-midi, dès qu'il y a l'apparition de l'arc-en-ciel. Dès que le soleil frappe dans notre chute là, il y a maintenant l'apparition de l'arc-en-ciel. Que c'est beau! Ah oui, oui, c'est très magnifique en tout cas. Vous l'avez constaté vous-même. C'est formidable. Presque toutes les personnes qui viennent ici pour visiter la chute de Kayo disent en tout cas qu'il faudrait qu'on arrange cette site pour que ça soit vraiment un endroit touristique là où les gens peuvent commencer à venir se reposer avec la famille. Puisqu'il y a tout, il y a tout. Ce qu'il faut, c'est seulement arranger la route. Il y a même là où on peut même aménager, il y a des anciennes maisons qui sont là-bas. Les gens peuvent commencer à habiter là-bas et à être logés là-bas et après visiter la chute. Pour eux, ces chutes sont une pièce unique sur la planète, une fierté pour la nation. Malgré tous ces éloges, Kayo reste de plus en plus enclavé suite à la détérioration très avancée de la route qui y mène. Cela n'enchante pas. Les gens viennent rarement. Vous-même, vous avez constaté l'état de la route. En tout cas, l'état de la route ne permet pas. Après notre passage dans ces territoires, la nationale numéro 1 Kurélie-Ngouba à l'Ubudi connaîtrait un début de travaux pour sa réhabilitation. Chose qui serait un bénéfice énorme non seulement pour les filles et fils de l'Ubudi, mais aussi pour le tourisme tant au Lualaba, au Congo et pourquoi pas en Afrique, dans le monde. Nous sommes à Kolwezi, plus précisément au village Mangamanga. Ici, nous sommes dans une des carrières de sable. Comme vous venez de le voir, mesdames, messieurs, cette carrière est très importante pour cette ville qui se veut la toute première ville mondiale en matière du cobalt. Et tout le monde, bien sûr, veut venir à Kolwezi. Tout le monde veut construire à Kolwezi. Tout le monde veut mener sa vie à Kolwezi. Mais pour que la ville soit bien construite, il nous faut du sable et du gravier.
Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous allons devoir vous démontrer les difficultés que rencontre cette carrière, les difficultés que rencontrent les chauffeurs qui conduisent des camions pour venir acheter du sable dans cette carrière. Donc le problème qui se pose ici, c'est l'impraticabilité de la route. Suivez plus de précisions dans ce reportage. Nous voici dans l'une des carrières de sable qui environne la ville de Kolwezi, au village Mangamanga, à environ 15 km du chef-lieu de la province du Lualaba. Dans cette carrière, pour y accéder, il faut du temps. Au lieu d'une dizaine de minutes de route, c'est 2 heures du temps qu'il vous faudra. Pour cause, l'impraticabilité de la voie. Kolwezi, capitale mondiale du cobalt. Ces mines, riches en cuivre et cobalt, font d'elle l'une des villes les plus attirantes du pays. Tout le monde, même les expatriés, y accourt. Les maisons et édifices y poussent comme des champignons, un chantier à ciel ouvert. Mais une question se pose. Avec quels matériaux construire la ville? Du sable et du gravier passent pour des éléments d'entrée incontournables. Regardez ce camion de marque OO. Il provient de la dite carrière. Chargé, il ne peut avancer. Il est bloqué sur la route. La perte du temps sur le trajet est un manque à gagner pour les transporteurs. Pourtant, les matériaux issus de cette carrière ont contribué à la réalisation des grands chantiers de la ville de Kolwezi. Pour l'instant, l'état de la route est une sacrée torture pour les usagers. Sa réhabilitation n'est pas à l'ordre du jour. Ardel Delazou, un des creuseurs, explique les difficultés causées par le mauvais état de la route. Souffrance yetu mpaka balabala ikifika eta ya mvula swati kipo kama ikifike mwezi ya 4 kabulongo kanafasa kanalalako nyotoka inapita bien ikifike 6e mois 8e mois souffrance tena kichanga hapa ti tunafika mvula hapa mwebanye mule muranza kutokea muriona seke njia shako labika ile ya mubaya mepa kuona mchanga iko hapa iko natumika makazi ya mingi iko nayenga bintu bya mingi mwemone iki njimu kyote kiko hapa kinayengesha bintu bingapi na hapa hivi kinafikia hapa. La carrière de Mangamanga n'est pas la seule à Kolwezi. Il y en a d'autres qui rencontrent des difficultés similaires. Les voies d'accès sont dans un état piteux pour la plupart. Après 58 ans d'oubli, la route Kakanda connaît enfin sa réfection grâce à la chefferie de Bayeke et à la redevance minière. Suivez ce reportage. Asphaltée depuis les années 1962 par Moïse Tchombe, la route qui relie la cité minière de Kakanda à la nationale numéro 39 est restée aux oubliettes après plus de 58 ans. Mais grâce à la redevance minière et à la dextérité des autorités de la chefferie de Bayeke, qui ne ménagent aucun effort pour redorer l'image terne de leur entité en province du Lualaba, cette route fait parler d'elle. Sur la longueur de cette route, ce sont des ateliers routiers pimpants neufs acquis sur fonds propres de la chefferie qui sont visibles. L'ingénieur de ces chantiers n'hésite pas d'esquisser sa fiche technique. Le chantier évolue bien. On a commencé, ça fait déjà 1 mois. On a fait une première partie, ça veut dire le tronçon pont Kamimbi, barrière Kakanda. On a fait la moitié, autour de 4 km. On a fini. Et là, on est en train de rabattre la pente par rapport aux plaintes que les usagers avaient. Nous faisons la première phase qui consiste à démolir
la chaussée existante, la reconstruire, ça veut dire partant de la couche de fondation jusqu'à la couche de base, et après viendront les travaux d'asphaltage. Quant aux usagers et riverains de cette route qu'ils ont qualifié jadis des descentes aux enfers, la réhabilitation des 7 principales artères de leur cité est une bouffée d'oxygène. Les histoires s'améliorent, effectivement. L'autorité de la chefferie, les Mwabi, à qui nous sommes en train de réitérer notre reconnaissance, a écouté presque les cris d'alarme de la population de Kakanda. Et il a accepté pour qu'il puisse un peu mettre en œuvre l'applicabilité de la bonne gouvernance, la gestion de la redevance minière. La route de Kakanda, quand même aujourd'hui, ça va, nous ne pouvons plus dire que c'est une descente en enfer. L'état de la route s'est amélioré. Nous avons longtemps souffert de sa détérioration, mais il y a une nette amélioration et fluidité de la circulation. Nous sommes reconnaissants et qu'ils pensent à nous davantage. L'égo de ces travaux a été lancé le 18 octobre dernier. À l'heure actuelle, leur première phase est à son point de chute. La deuxième phase consistera au bitumage de cette route à partir de la barrière dite Kakanda sur la nationale 39 jusqu'à la tribune de la même cité minière de Kakanda. Jadis prestigieuse, aujourd'hui en voie de disparition. Que se passe-t-il réellement à Moussonoy, à Kolwezi, au Lualaba? Pourquoi les géants miniers semblent-ils intouchables face au pouvoir établi? Autant de questions éclairées dans ce reportage d'Emmanuel Casco. Léo, Saba, Ekaï, Trabeka et autres, autant de noms qui désignent les différents quartiers de la plus grande des cités Gécamines. Elle, c'est la cité Moussonoy au Lualaba. Une cité aux routes toutes tracées et aux bâtisses bien rangées qui, vue du ciel, effleure la nostalgie de l'apogée de la culture gécamine. Curieusement, à l'instar de sa congénère cité Gécamine Kolwezi, Moussonoy, affectueusement appelée Saigon, n'est pas en marge des affres de l'exploitation minière industrielle des 3 entreprises qui l'entourent. Sa population vit dans la tourmente. Nous avons des maisons depuis 2019 que ces maisons sont écroulées. Et nous entendons toujours qu'ils viendront nous délocaliser, ceci, cela. Oh, tantôt les journalistes viennent, tantôt les politiciens viennent et nous appellent. Il y a même les parents qui sont allés au niveau du gouvernorat. Ils ont fait tant de démarches, mais aucune solution. La renommée de cette cité de la Gécamine n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les fissures de ces bâtiments ne sont pas sans raison. C'est suite au minage de l'entreprise Comus qui a fait que la maison puisse s'écrouler. Si vous remarquez même les remblais qui sont en train de placer et même la route, les goudrons qu'on vient de mettre. Avant de mettre ces goudrons, la route aussi était fissurée. Si l'une des entreprises voisines passe pour un bon élève en matière de minage depuis son avènement dans la mine à ciel ouvert des Kamoto Oliveira Virgile Cove, que dire des autres? Il faut savoir d'abord que Moussonoy, c'est un quartier qui est situé au milieu des entreprises minières. Je parle ici de KCC, je parle de Comus et il y a aussi bientôt CMT qui est en train de s'installer. Et Moussonoy avait déjà été impacté par les explosifs de la Gécamine qui avaient déjà laissé des fissures. Et les 2 autres entreprises que je viens de citer ici, en l'occurrence KCC et Comus, sont venues seulement aggraver ces fissures-là. Mais depuis un certain temps, KCC a eu un peu à doser la tension, la teneur de ces explosifs, au point que quand il est fait, vous ne sentez pas les effets. Mais pendant que nous parlons ici, c'est plus Comus qui est en train d'impacter négativement sur les maisons avec ces explosifs. Et pendant que nous parlons ici, bon voilà, il y a des maisons qui sont suffisamment impactées et des murs qui sont tombés et des fissures qui se sont agrandies. Et même certaines avenues qui ont été impactées et qui se sont ouvertes par des fissures. Et là, vraiment, c'est ça la situation qui se vit actuellement à Moussonoy. Face à cette dégénérescence de la cité Moussonoy, le pouvoir du Lualaba reste une présence absente, dépourvue de sa substance. Et
nous ne comprenons pas les niveaux de leur indifférence et de leur silence. C'est ce qui fait croire qu'ils sont aussi complices. Comment est-ce que les gens ne peuvent pas trouver de solution aux problèmes des gens? Ce sont eux qui votent les lois, ce sont eux qui mettent les lois en place, ce sont eux qui gèrent les institutions, ce sont eux qui contrôlent, ce sont eux qui mettent en place l'exécutif. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont en silence, ils sont calmes pendant que les lois sont en train d'être piétinées. Force est de rappeler que ces remèdes, que la délocalisation n'est pas aux antipodes de l'imperfection au Lualaba. En cette matière, un fleuve de larmes des autochtones continue à couler face à la voracité des géants miniers industriels qui ne reculent devant rien. Si l'on ne prend pas garde, une grande partie des Kolwezi court les risques d'être rayée de la carte. C'est par ici que prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Il a connu la participation de Gaëtan Mununga, d'Emmanuel Casco, de Marco Momo, de Mikantenga, ainsi que Elise Assoumani qui vous l'a présenté. Merci à vous et à la prochaine. Le manque des zones d'exploitation minière artisanale est une question à la base des tensions sociales. Chassés de périmètres miniers, les artisanaux visent entre clandestinité et effroi d'être déguerpir. L'ancien ministre provincial des Mines dans le Katanga, Barthélémy Mumbagama, pense à des solutions idoines. Pour mettre fin à ce débat, il évoque notamment l'octroi des permis aux exploitations minières artisanaux. Suivez. Vous savez, les creuseurs miniers, ça existait au Kasaï dans le diamant. Les creuseurs artisanaux. Ce phénomène est né au Katanga quand la JCAMINE pratiquement était aux arrêts. Hein, je me souviens quand nous sommes venus au pouvoir, on avait ce qu'ils appelaient hand-picking. Hand-picking qui était supporté et financé par certains opérateurs économiques. Ici, je voudrais vous rappeler le rôle qu'a joué Bazano dans les hand-picking. Bazano était presque celui qui rachetait tous les minéraux des creuseurs artisanaux ici à Kolwezi. Et c'est ce qui a fait la fortune de Bazano. Vous vous souvenez à l'époque Chemaf, c'est Chemaf qui rachetait. Vous aviez quelques Congolais, je crois que le seul Congolais qui avait aussi, qui était un peu trop impliqué là-dedans, c'était Bolfast, qui avait une petite unité de raffinerie à Likasi, Faustin. Mais la plupart des gens, c'était des étrangers qui en fait étaient les vrais creuseurs. Bazano était un creuseur. Chemaf avait commencé comme creuseur. Ce sont ceux-là qui... Et à l'époque, comme la JCAMINE n'exploitait pas, ces creuseurs, on les a envoyés dans les concessions de la JCAMINE. Alors, maintenant, quand la JCAMINE signe des contrats, elle trouve sur les lieux les gens qui étaient entrés là pendant qu'elle ne travaillait pas. Et ça pose problème. Donc l'État doit s'assumer. Nous avions à notre époque stimulé la création des zones artisanales. Et on en a créé beaucoup de zones artisanales. Malheureusement, c'est toujours les mêmes opérateurs économiques étrangers, les soi-disant investisseurs, qui récupèrent ces zones artisanales, soit directement, soit indirectement. Directement, ils arrachent et ils transforment ça en exploitation industrielle. Indirectement, ils récupèrent toute la production et ils financent la production. Donc, là, donc, la solution que nous avions créée, nous avons proposée à cette époque, n'a pas trouvé de solution. On a fait aussi une proposition avec la Banque mondiale pour reconvertir les creuseurs dans les activités autres que les mines, comme par exemple les champs et d'autres activités. Là non plus, ça n'a pas marché parce que les creuseurs, ils préfèrent creuser qu'aller cultiver, attendre 9 mois pour récolter. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il faudra faire, s'il y a encore des zones d'exploitation minière et artisanale qui sont encore, qui existent, il faut officiellement en faire, donner des titres miniers à ces artisanaux. Je sais que Chabara posait des problèmes. D'une part, la zone artisanale de Chabara était dans une concession JCAMINE. Et à l'époque, évidemment, c'est une concession qui n'était pas exploitée par la JCAMINE. Et puis la JCAMINE l'a attribuée. Alors je ne sais pas aujourd'hui, plusieurs années après, je ne sais pas quelle est la situation.
les problèmes des zones artisanales créées dans les concessions GECAMIN ont créé un conflit entre la GECAMIN, l'État qui a placé les artisanaux là-dedans. C'est ça, la plupart du temps, les conflits. Ou bien vous avez des artisanaux qui sont sur des concessions privées. Bon, lorsque les privés maintenant veulent développer ça, il y a résistance. D'autant plus que les créateurs estiment aussi que par leur travail, ils font la découverte géologique. Donc ils ne peuvent pas accepter qu'après avoir fait le travail de découverte géologique, on vienne leur dire partez. Qui a payé la recherche? Parce que, écoutez, ce travail-là de recherche, on sait bien que la recherche coûte très cher. Alors, quelqu'un a fait ce travail, il vous a trouvé les gisements. Et puis vous venez vous dites non, au revoir, bye bye. Ça pose un problème. Donc c'est une question qui doit encore être étudiée et bien réfléchie pour savoir comment faire coexister les créateurs avec les titulaires des concessions, ou alors que l'État puisse créer des concessions vierges, hein, à partir des terrains vierges, et affectés à l'exploitation artisanale. Et la meilleure façon, ça serait de créer des petites sociétés, hein, dans lesquelles tous les artisans adhèrent, et on leur donne le titre. Et à ce moment-là, ils peuvent évoluer aussi comme des petites entreprises, et en espérant que dans la longue, ça peut devenir des entreprises viables. Hein, ils peuvent partir de l'exploitation, même s'ils le font manuellement, mais ils peuvent transformer, et puis ils vendent, et puis vendre. Sinon, ceux qui achètent ces produits-là exploitent ces gens-là. Et la situation de monopole de l'entreprise générale de cobalt inspire une inquiétude dans le secteur minier artisanal. La présence de l'entreprise divise. Dans un entretien accordé à RSF, Élisée, DG de l'entreprise, rassure les différents partenaires. Le secteur minier artisanal est une réalité dans l'écosystème économique de notre pays. Nous parlons ici de 200 000 creuseurs possibles dans les deux provinces, Lualaba et au Katanga, sans parler des autres provinces. Et donc, il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui pourra engager ces gens. Donc, je pense que c'est de la responsabilité de l'État de professionnaliser cette activité, de la formaliser, ne plus laisser cette activité comme une activité clandestine, de telle manière à ce que cela soit bénéfique pour ceux qui font cette activité, mais aussi pour l'État. Et donc, je vais dire aux coopératives, je vais dire aux creuseurs, je vais dire à tous les intervenants qui sont sur la chaîne de production, qu'ensemble, nous pouvons mieux faire les choses. Ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est déjà beaucoup, parce qu'il y a des millions de personnes qui vivent de cette activité. Mais je crois qu'on peut mieux faire. Et EGC est là pour qu'ensemble, sans l'exclusion de qui que ce soit, ensemble, EGC étant comme un pont, EGC lance des appels comme des ponts d'affaires à tous les intervenants. Ensemble, nous pouvons donner une bonne forme, donner une bonne réputation, une bonne image de notre activité artisanale et faire de cela une source de sécurité pour nos communautés, pour les intervenants pendant des années. Si nous ne faisons pas ça maintenant, nous allons nous retrouver dans des situations d'embargo et c'est le creuseur qui est toujours perdant. Et en termes simples, nous disons quoi aux creuseurs? Nous disons que premièrement, nous leur donnons la sécurité parce que nous allons avoir des sites qui sont légaux sur lesquels personne ne va les chasser. Deuxièmement, nous amenons la découverture qui ne sera pas à leur charge. Troisièmement, nous amenons les équipements de protection qui ne seront pas à leur charge. Quatrièmement, nous amenons la formation multiple. Cinquièmement, nous amenons l'accompagnement social parce que nous sommes en train d'entrevoir pour ce qui est du creuseur et de sa famille qu'ils puissent avoir droit aux soins médicaux. Nous allons finaliser des échanges avec certains centres de santé ici pour avoir une sorte d'assurance médicale pour le creuseur et sa famille, de sorte qu'ils soient à l'abri de cela. Et cet accompagnement va se faire aussi en termes de formation pour que ceux qui veulent quitter, par exemple, l'artisanat, soient accompagnés, n'est-ce pas? Le creuseur va gagner aussi dans l'amélioration de son revenu, parce que là, nous avons parlé de ses conditions de travail. Le revenu aujourd'hui du creuseur est modique. Pourquoi? À cause du poids. Nous allons donner un poids réel
Nous allons donner la teneur réelle, nous allons donner l'humidité réelle, nous allons donner le prix équitable. Ce qui fait qu'à la fin, le revenu du trésor va être amélioré. Et donc, c'est un message simple. Mais nous devons continuer à communiquer. C'est par ici que prend fin le journal de ce dimanche 26 décembre 2021. Je vous présente mes vœux les meilleurs de la part du reportage Sans Frontières RSF en sigle. Au revoir et à la prochaine.